Espace universitaire. Espace universitaire est une émission au cours de laquelle nous abordons les questions d'actualité qui dominent la vie de l'université. Alors pour ce faire, nous invitons sur notre plateau des personnes éclairées, des acteurs de l'université, des enseignants, des étudiants, des leaders estudiantins, des écrivains. Alors tout ce beau monde-là pour pouvoir décrypter les questions cruciales qui mènent la vie à l'université. Alors aujourd'hui, nous recevons M. Youssouf Seri, philosophe, écrivain, membre du cercle de réflexion à distance et non moins directeur de publication d'une maison d'édition. Alors la thématique retenue aujourd'hui est la problématique portant sur le rôle du philosophe dans la société. En substance, il s'agira d'évoquer l'aspect pragmatique de la philosophie. Le commun des mortels aujourd'hui envisage le philosophe comme une personne en marge de l'amélioration de la condition humaine. Alors, M. Youssouf Seri, bonjour. Bonjour, M. Konaté. Ravi d'être là ce matin. Merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, M. Youssouf Seri, vous êtes philosophe, vous êtes directeur de publication d'une maison d'édition, Oui. vous êtes également membre du cercle de réflexion à distance et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages philosophiques. Alors, le regard porté par le commun du mortel sur le philosophe et sur la philosophie. Le commun du mortel aujourd'hui appréhende la philosophie comme une discipline vaine et considère le philosophe comme un acteur qui ne s'implique pas dans l'amélioration de la condition humaine. Alors, comment réagissez-vous à cette appréhension du philosophe par le commun du mortel? Ok, merci pour cette problématique au détail. Pour répondre à votre question, moi je pense bien que la philosophie a non seulement un rôle fondamental à jouer dans la société, mais tout simplement le problème c'est que c'est quoi? Moi je pense que le problème ça se pose ici au Mali. Sinon bien évidemment tout le monde était d'accord et tout le monde est d'accord jusqu'à aujourd'hui que la philosophie elle est non seulement la science mère, elle est la science fondamentale qui travaille pour une meilleure condition de vie. Alors, la philosophie, elle est non seulement aussi, à mon sens bien, une théorie qui facilite le développement de la condition humaine. À cet effet, moi je pense que faire de la philosophie, c'est tout simplement à rassurer l'existence, à rassurer l'être. Et pourquoi je dis ça? Alors je vais m'intéresser un tout petit peu d'abord à son aspect, théorique. Alors la philosophie, selon Gaston Bachelard, qui le définit comme tout simplement ce qui sert à penser. Alors le fait de penser était aussi, avec René Descartes, non seulement le fait d'exclure les doutes. Alors qui pense est fondamentalement, est-ce que vous voyez, le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Alors le fait de penser qui rassure maintenant le fait d'existence, moi je pense que c'est le plus fondamental. Alors l'exercice maintenant de la philosophie qui tend vers maintenant cet exercice de la pensée, elle n'est pas vaine. Est-ce que vous voyez? Donc la philosophie, elle n'est pas vaine en ce sens-là. Et elle n'est pas vaine pourquoi? Une fois que la condition humaine ou l'existence elle est assurée, alors il va falloir maintenant de se poser des questions, le comment et le pourquoi, cette condition humaine qui existe aurait, c'est-à-dire une atmosphère, un environnement viviable. La philosophie a aussi, joue aussi, ce rôle-là. D'accord. Voilà. Alors, M. Seri, est-ce que aujourd'hui vous quittez un tant soit peu le carcan de la philosophie purement abstraite, la philosophie qui vire vers le spirituel, la philosophie qui
fait l'apologie des choses théoriques. Est-ce que vous quittez ce carcan-là et au regard de quelques œuvres que vous avez déjà écrites, Lettres à la jeunesse africaine, Lettres aux dirigeants africains, alors est-ce que vous quittez le carcan abstrait de la philosophie pour vous projeter dans son aspect pratique? Ok, je dis très bien, de mon côté, moi j'essaie non seulement d'adapter la philosophie à la vie réelle, parce qu'il m'arrive souvent de dire ainsi, si on fait beaucoup la philosophie, elle devient non seulement une manière de vie. Est-ce que vous voyez bien? Alors, sur ce point, je me suis non seulement donné comme mission, comme vocation, non seulement de s'intéresser aux problèmes sociaux. Et ça veut dire les problèmes qui minent aujourd'hui la société, notre société actuelle qui est le Mali. Alors, je me suis intéressé maintenant à la question de prise de conscience de cette jeunesse qui est dans une aventure sans arrêt. Alors, cette jeunesse doit non seulement s'intéresser aux problèmes réels de la vie, raison pour laquelle la philosophie n'est pas en marge, n'est pas déconnectée de la réalité. La philosophie travaille sur le réel. La philosophie nous aide non seulement à mieux vivre, la philosophie nous aide non seulement à prendre plaisir sur tout ce qui est étranger. La philosophie, non seulement, je le dis encore et je le répète, la philosophie nous aide à travailler sur la genèse de nos illusions. Est-ce que vous voyez bien? Alors, c'est-à-dire, tout ce qui est au-delà maintenant, la philosophie nous donne l'ambition de nous s'adapter à ces réalités. Et en même temps, la philosophie exclut ce qu'on appelle maintenant le doute, à se familiariser, c'est-à-dire avec le doute. Et M. Joussiri, à travers vos écrits, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le philosophe a vocation à s'immiscer dans la gestion de la cité? Et pour paraphraser un des philosophes qui disait que c'est aux philosophes de gérer, de diriger la cité. Est-ce que la philosophie a une vocation politique? Oui, si Platon parle ainsi, il faut donner, comme Andrés, la cité aux philosophes. Il faut que les philosophes gouvernent, et ceux qui gouvernent deviennent philosophes. Je pense très bien, il a juste besoin maintenant des hommes éclairés. Alors, parce qu'on ne peut pas non seulement confier, c'est-à-dire le destin de toute une humanité à des gens qui sont vidés, c'est-à-dire du sens délivré de l'entendement. Raison pour laquelle Platon recommandait que les philosophes gouvernent et que les gouvernants, c'est-à-dire deviennent nos philosophes. Est-ce que vous voyez bien? Raison pour laquelle d'un côté de mon livre là, je disais, un bon chef d'État est celui qui porte en lui le destin commun. Alors, non seulement quand on est chef, il faut se soucier, c'est-à-dire de l'autre. Il faut se soucier de comment est-ce que je dois non seulement maintenant guider le peuple qui est derrière moi. Alors, le chef, il doit être éclairé. Le chef, il ne doit pas non seulement se soucier seulement qu'à lui seul. Il doit se soucier non seulement de tout le monde et le reste qui est là. Parce qu'on ne fait que lui regarder. Est-ce que vous voyez? En tant que souverain, alors il a non seulement l'autorité sur, mais aussi de sauvegarder le bien-être de la population. Alors cela étant, il doit être non seulement un homme éclairé. Voilà, sinon sans quoi, je ne vois pas en quoi il va se soucier. Voilà. Ok, merci M. Seri. Et au regard des différentes œuvres que vous avez déjà mises sur la place publique, Lettres à la jeunesse africaine, Lettres aux dirigeants africains, nous avons également sous la main une de vos œuvres qui atteste de l'utilité pratique de la philosophie, une œuvre qui, de par son contenu, porte le philosophe comme un veilleur de la société, comme un donneur d'alerte. Il s'agit ici de l'œuvre La question du transhumanisme, l'ère de l'homme numérique.
Alors, la question du transhumanisme, l'ère de l'homme numérique, est une œuvre qui met un accent particulier sur le caractère absorbant de la science, de l'informatique sur l'être humain. L'être humain est complètement absorbé aujourd'hui, est complètement dominé aujourd'hui par l'ère de l'informatique, de la technologie. Alors, est-ce que vous tirez sur la sonnette d'alarme à travers cette œuvre-là? D'accord, M. Konaté, vous savez très bien, compte tenu du temps, je ne peux pas essayer de remonter, de parler d'un livre de 122 pages en 1 ou 2 secondes comme ça. Mais le plus important, c'est que j'ai commencé avec ce livre-là. J'ai commencé non seulement, d'abord, qu'est-ce que c'est le transhumanisme, même c'est quoi? Le transhumanisme, tout simplement, dans un langage aussi simple que ça, c'est l'homme augmenté. Alors, augmenter comment et avec quoi et pourquoi faudrait-il augmenter l'homme? Alors, on n'est pas loin de comprendre que même dans les mythes, vous savez, dans la mythologie, dans les religions, il y a eu cette problématique-là qui s'est fait poser. Ça veut dire l'homme augmenté. C'est purement biblique. Et c'est purement coranique, évidemment. Je me suis servi de la Bible, je me suis servi non seulement aussi du Coran, et en plus aussi de tout ce qui est mythe en un mot. Et c'est pourquoi je ne peux pas tout évoquer ici. Alors, mais l'homme augmenté, l'ère de l'homme numérique, aujourd'hui il faut essayer juste de fermer les yeux. L'homme ne peut pas aller aujourd'hui sans les inventions de la technique. On est augmenté avec plein d'autres. Je prends un exemple, le téléphone. Je regarde l'air avec ça. Alors on est augmenté avec ces engins. Donc on n'a pas le choix. Alors quand vous dites l'homme augmenté, est-ce qu'il s'agit de l'homme qui a reçu un degré de puissance par rapport à son être, à sa physionomie naturelle? Pas forcément qu'à sa physiologie naturelle, mais avec l'ajout de la technique. Et là, on va parler maintenant des humanoïdes. On parle aujourd'hui des téléphones Android. Ce n'était pas Android, c'était tout bêtement un téléphone. Alors maintenant, c'est devenu téléphone Android. C'est parce que encore il y a eu d'autres évolutions, d'autres changements sur ce qui était avant téléphone. Alors, humanoïde aujourd'hui, c'est l'homme en même temps. D'un côté, il a le côté naturel et de l'autre côté, on parle du côté artificiel. Ça veut dire les protèges. On peut aujourd'hui faire augmenter l'homme avec des protèges. Par exemple, si avec les athlètes courir très rapidement, très vite, alors si le naturel ne permet pas, il va falloir maintenant ajouter des protèges qui nous permettent maintenant de courir très rapidement. Alors c'est ça qui est l'homme augmenté d'un côté. Et de l'autre côté, aujourd'hui aussi, c'est quoi? On va parler maintenant du cerveau. Alors si, comment dirais-je, avant l'invention de la machine, avant qu'il ne soit aussi modifié par Blaise Pascal, qui a ajouté du côté de l'arithmétique dans la machine à calculer, vous saviez très bien, l'homme se servait seulement de son cerveau pour calculer. Alors maintenant, très rapidement, on prend machine, on ne fait que calculer rapidement. Ça nous donne un avantage sur le temps. D'accord. Voilà. Alors, mais est-ce que dans cette œuvre-là, est-ce que vous vantez les mérites de la technologie, de l'informatique aux côtés de l'homme, ou est-ce qu'au contraire, vous dénoncez et vous craignez que l'être humain ne soit carrément dénaturé et devenir esclave de ces inventions-là? D'accord. La crainte, elle est là. La crainte, elle est là. Et ça, c'est la problématique de la question éthique. Alors, mais je le dis aussi, on ne peut qu'aller avec ça, malgré sa crainte. Et raison pour laquelle je disais d'un côté aussi, il y a une autre manière d'être athée. Alors, quand je
dis ça, peut-être que beaucoup de gens auront du mal à comprendre, mais il y a une autre manière d'être athée aujourd'hui. C'est le refus de ne pas reconnaître, ça veut dire de ne pas reconnaître la science et de la technique. Alors si Dieu est gagnant aujourd'hui l'universalité en notre époque, en notre temps, c'est parce que moi je dis tout bêtement, c'est grâce à la science et à la technique. Mais Benoît XVI, il parle de Dieu, il est écouté par tout le monde aujourd'hui. Ousmane Chérif Oumadane Aidara, Dalai Lama, est-ce que vous voyez? Alors des identités différentes qui parlent du même Dieu en même temps. Dieu ne serait pas contre ça. Dieu ne serait pas contre aujourd'hui que la technique est là en train, c'est-à-dire de donner une certaine dimension à sa divinité. Est-ce que vous voyez? Alors celui qui refuse maintenant de ces sciences-là, de ces inventions de la science, moi je le qualifie comme un athée. Parce que plus que jamais, on en a besoin de ces sciences, non seulement pour connaître aussi Dieu dans une autre dimension, dans un autre langage, et en même temps aussi, indispensablement, on ne peut pas aller sans ces sciences, sans ces inventions scientifiques. C'est comme si je vous donne l'illustration d'un oiseau, il faut essayer de déplimenter l'oiseau et tu lui ordonnes de prendre son envol. Au grand jamais, il ne saura le faire. Alors, le monde a commencé avec la science, ça veut dire le monde a vu le jour avec la science et le monde continuerait à aller avec la science. Parce qu'on le dit très bien, Dieu crée l'homme à son image. Ce qui veut dire que Dieu a tant mûri scientifiquement, même si, permettez-moi l'expression entre guillemets, quand même Dieu a tant mûri, c'est-à-dire avant de créer l'homme. Alors, toute création est non seulement une inspiration, c'est ça que moi je comprends. D'accord. Toute création est une inspiration. D'accord. Voilà. Alors, on a l'habitude de dire, et la philosophie reste la conscience de la science. Et le philosophe que vous êtes aujourd'hui, vanter les mérites de l'apport scientifique dans le quotidien de l'homme. Mais vous avez aussi évoqué la question d'éthique. Est-ce que la science n'est que bénéfique à l'homme aujourd'hui, au regard de tout ce qui se trame autour de nous, la jeunesse qui a une même mise sur les inventions scientifiques? Vous avez évoqué la question d'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi tirer sur la sonnette d'alarme pour pouvoir faire une mise en garde sévère contre l'évolution trop accélérée de ces inventions techniques-là? D'accord. Vous le saviez aussi très bien, nous sommes des décideurs de la destinée de ces inventions scientifiques. Ça veut dire que c'est nous qui décidons de quoi ces inventions scientifiques, laquelle voie maintenant va-t-elle emprunter? Est-ce que vous voyez? Alors la question éthique qui revient incessamment, c'est quoi? C'est que lorsque nous manquons maintenant de la conscience au détriment de ce que nous inventons, alors c'est là la science peut nous causer d'ennui. Est-ce que vous voyez bien? René Guénon le disait d'un côté, ce qui est progrès n'est pas progrès. Pourquoi? Parce que les anciens ne vivaient pas tel que nous vivons aujourd'hui. Les anciens ne connaissaient pas le téléphone Android, mais ils ne s'ennuyaient pas d'avoir ce manque-là. Alors merci pour cet éclairage. À travers vos exposés, alors nous voyons très clairement que le philosophe peut jouer pleinement sa partition dans cette lutte pour l'amélioration des conditions de l'être humain. Et vos différentes œuvres attestent de cela. Vous alliez l'actualité à vos pensées philosophiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que c'est la façon d'enseigner la philosophie, cette façon théorique et purement abstraite par certains enseignants qui font croire au commun du mortel que la philosophie n'a pas un aspect pratique et que le philosophe n'a pas de rôle concret à jouer dans l'œuvre d'édification et pour le bien-être de l'espèce humaine? D'accord, très bien, je vois bien. Mais le problème, ça ne saurait être que le problème malien. Le problème malien, pourquoi? Parce que c'est les Maliens qui ont tendance à ne pas vouloir comprendre la philosophie.
Pour moi, ça, c'est pas un problème. Ça veut dire que la philosophie, elle est mal aimée au Mali, et la philosophie, elle est mal comprise aussi au Mali. Alors, c'est un constat que vous faites? C'est vraiment un constat que moi je fais. C'est un constat que la philosophie n'est pas très aimée par nos compatriotes ici au Mali? Oui, oui, la philosophie n'est pas non seulement aimée, parce que quand on enseigne, on se rend compte qu'il y a beaucoup des élèves qui se désintéressent de cette discipline, parce que tout simplement, on nous fait dire souvent de ce qu'on ne prétend pas connaître, c'est comme si c'est au-delà, c'est comme si c'est supra-lumière, c'est comme si c'est supra-sensible, quoi, en un seul mot. Et c'est pourquoi elle est mal aimée, elle est mal comprise. Mais cela ne me guette pas, ça c'est pas un problème. Les matières, ça veut dire les disciplines qui sont censeuses d'être aimées ne sont pas aussi aimées au Mali, c'est ça le problème. Par exemple, les matières dont d'autres aiment beaucoup en dehors de la philosophie, moi je pense qu'ils devraient œuvrer dans ces domaines-là aussi. Et c'est là qu'on se rend compte réellement que les Maliens, non seulement s'intéressent à l'éducation, ça veut dire à la science, mais en un seul mot, c'est pas la philosophie, mais le problème même tout simplement, c'est que les Maliens n'aiment pas être éclairés avec la science. C'est ça le problème. Maintenant, je vais revenir à ce qui concerne maintenant le problème spécifique de la philosophie. Et pourquoi elle est comme ça, elle est traitée d'une manière ou d'une autre par beaucoup de gens? C'est parce que tout simplement on pense que faire de la philosophie, c'est de nier totalement Dieu. C'est de dire que Dieu n'existe pas. Moi je pense qu'elle ne se limite pas qu'à ça seulement. Il faut reconnaître que dans l'histoire de la philosophie, il y a eu des philosophes musulmans, il y a eu des philosophes chrétiens, il y a eu des philosophes juifs. Alors, tout ne se limite pas seulement qu'à dire Dieu n'existe pas en philosophie. On s'intéresse à la question de Dieu. Un instant, M. Seri. Oui. Avant de développer avant cette question-là, alors, quand vous dites que la philosophie aujourd'hui dans votre constat est mal aimée, alors moi je me disais que est-ce que cela n'est pas imputable aux enseignants qui se focalisent un peu trop sur le caractère abstrait, le caractère théorique de la philosophie, le caractère spirituel de la philosophie, auquel les jeunes apprenants ne comprennent pas vraiment grand-chose. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt laisser transparaître ce rôle pragmatique de la philosophie et poser la philosophie en avant comme une veilleuse, comme un moyen de sensibilisation, comme un moyen de conscientisation pour le bien-être de l'humanité? Est-ce qu'il ne faut pas un temps soit peu s'éloigner de l'enseignement théorique, abstrait et spirituel de la philosophie pour que la jeune génération puisse aimer, puisse comprendre le bien fondé de cette discipline-là? D'accord, mais moi je pense que le problème ce n'est pas des enseignants qui enseignent la philosophie, parce qu'on se conforme à un programme établi par le gouvernement, par l'État malien. Alors, s'il faut quand même exécuter le problème, il faut exécuter ce qui est dans le programme. Un instant, oui. Ça voudra dire que c'est le système qui est incriminé. C'est le système, bien sûr. Donc le système éducatif qu'il faut repenser afin de laisser transparaître tout son aspect pragmatique, pratique de la philosophie. Voilà, quand même à mon niveau, moi je pense que c'est vraiment ça. Parce que du moment donc on se conforme à exécuter un programme et que c'est vraiment fait comme ça dans le programme, il va falloir qu'on exécute. Sinon, il est vraiment temps aujourd'hui au Mali qu'on essaie non seulement de revoir un tout petit peu notre société et élaborer un programme philosophique autour de ça. Et c'est partant de là maintenant que ces philosophes, ça veut dire ces enseignants, peuvent se donner la mission, la vocation maintenant de faire de la philosophie une vocation sociale aussi. Mais s'il faut exécuter le programme à la lettre, alors on va y rester comme ça. Donc c'est qu'on est victime par le programme, mais on n'est pas victime par l'enseignant en question. Parce que lui, il ne fait que faire son travail. D'accord. Voilà. Ok. L'enseignement de la philosophie, quel regard la jeunesse et les apprenants portent sur la discipline philosophique elle-même. Et nous étions avec l'écrivain et philosophe M. Youssouf Seri. Cette émission s'achemine vers sa fin. Et M.
Monsieur Seri, avez-vous le mot de la fin, un message particulier à adresser à l'endroit des jeunes apprenants que vous encadrez ou à l'adresse des responsables pédagogiques et de notre pays? D'abord, je remercie beaucoup mes élèves qui ont vraiment beaucoup de respect, beaucoup de considération à tout ce que j'ai fait, en particulier le lycée privé École de Montesquieu, dont j'ai vraiment des très bons élèves aujourd'hui qui finalement, d'après beaucoup, avec ma philosophie, ils arrivent à comprendre la philosophie. Alors cela étant, je n'enseigne pas ma philosophie puisque je ne suis pas à l'instant philosophe, mais avec mon courage d'enseignement et d'enseigner également, qui fait que ces enfants m'aiment énormément. Alors je remercie évidemment aussi votre courage et ce que vous entreprenez. Et je remercie réellement ce travail que vous faites pour la jeunesse malienne en particulier. Eux de même, je vous souhaite non seulement bon vent, parce que c'est un travail que vous venez de commencer et que moi je suis sûr que c'est la voie difficile, mais j'en suis aussi sûr que c'est la voie pérenne. Parce que ça amène non seulement vers un objectif réellement fécond. Alors je vous encourage à continuer ainsi et à donner lieu, c'est-à-dire aux gens peut-être comme moi et ceux qui m'ont précédé, ceux qui viendront après moi, de parler réellement des problèmes de la société malienne. Ça c'est vraiment un travail à saluer de votre côté. Je remercie toute votre équipe qui sont derrière vous. Merci. Et qui fait que le travail aussi se réalise à la hauteur. Merci. Donc je vous remercie. Fin de cet entretien, fin de cette émission Espace Universitaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Duna Kivaru TV. Chaque jour est une chance. Dieu vous garde et à la prochaine.